Merci beaucoup. Alors, on va ouvrir le petit PowerPoint. Voilà. Donc, avant toute chose, je tenais à remercier l'ensemble de l'équipe Claire de m'avoir invité pour cette petite conférence et dont le titre s'intitule La polyarthrite, pourquoi moi? Et je vais essayer de répondre à cette difficile question. Je me suis rendu compte en fait que malgré le fait que j'ai choisi le titre, le séminaire est extrêmement difficile, puisqu'en fait, la question est vraiment extrêmement compliquée à répondre, puisqu'il n'y a pas une seule bonne réponse. Et que si vous posez la question à différentes personnes, eh bien, que ce soit un philosophe, un homme de religion ou un médecin, eh bien, la réponse sera fondamentalement extrêmement différente. Donc aujourd'hui, je vais essayer de m'attacher à vous donner ma réponse personnelle en tant que médecin, en essayant de vulgariser le plus possible. Euh, il y aura quelques termes techniques, mais je vais essayer d'introduire le mieux possible et vous essayer de vous faire comprendre au mieux possible comment et pourquoi cette maladie survient au cours de la vie. À cet effet, donc, je vous propose le petit sommaire de l'exposé. Eh bien, au départ, je pense que les définitions s'imposent. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une polyarthrite? On va parler de notions de séropositivité, on va parler d'érosion, et puis on va parler d'inflammation, puisque vous le savez bien, on n'arrête pas d'en parler comme quelque chose. Eh bien, on va essayer ensemble de définir réellement qu'est-ce que c'est l'inflammation et quel est son rôle et pourquoi c'est dysrégulé. Et pour ça, on va introduire tout le système immunitaire, comment est-ce qu'il fonctionne en gros et qu'est-ce qui ne va pas. Et tout ça va nous amener en fait à comprendre les causes de la maladie et comment elle fonctionne intrinsèquement. Donc, tout d'abord, un bref rappel, qu'est-ce que la polyarthrite rhumatoïde? C'est une affection rhumatismale inflammatoire qui peut atteindre plusieurs articulations. Donc, elle est définie par des inflammations chroniques des articulations qui, in fine, à force d'inflammation, vont mener à du dommage osseux sous forme d'érosion. Souvent, l'atteinte est symétrique et il peut exister dans certaines formes de maladies des atteintes dites extra-articulaires, donc d'autres organes que les articulations peuvent être touchés. C'est la maladie inflammatoire la plus fréquente. Ça touche, alors ça dépend un petit peu, mais dans nos populations ici européennes, caucasiennes, entre 0,5 et 1% de la population. Il y a clairement un sexe ratio en faveur des femmes, puisqu'il y a 3 femmes touchées pour un homme. Il y a un pic d'incidence entre 30 et 50 ans, enfin 35-50 ans. Donc j'insiste, puisqu'en fait, finalement, c'est souvent perçu comme une maladie de la personne âgée. Or, on ne peut pas faire plus faux. Ici, on est en plus dans un pic d'incidence, c'est-à-dire en moyenne, les personnes vont développer des symptômes dans ces âges-là, mais il peut y avoir des patients beaucoup plus jeunes et des patients également beaucoup plus vieux. Donc, c'est une maladie qui peut toucher tout âge, mais en moyenne, c'est plutôt une maladie de jeunes. Et en Belgique, on estime qu'il y a environ 80 000 personnes touchées. Donc, c'est loin d'être une rareté, malheureusement. Et donc, à cet effet, je vais essayer de vous faire comprendre un petit peu le dossier médical et la manière dont on va introduire. Ça, c'est la manière dont nous introduisons aussi la maladie, c'est-à-dire on introduit le nom de la patiente, son âge, et ensuite on parle de sa maladie, atteinte de polyarthrite. Ici, on va dire séropositive et érosive. Vous avez peut-être entendu ces termes, mais pas souvent. Le terme séropositivité est très mal connoté puisqu'on ne comprend pas bien ce que ça veut dire, puisqu'en fait, il est souvent confondu avec la séropositivité au HIV. Or, le terme séropositivité veut simplement dire que dans le sang, on détecte des marqueurs. C'est pour ça que dans le sérum, il y a des marqueurs qui vont être positifs. Et en l'occurrence, lorsqu'il s'agit par exemple de détecter un virus, notamment pour être séropositif au Covid, si on a des anticorps
contre le Covid, eh bien ici c'est pareil, on va avoir des anticorps spécifiques à la polyarthrite rhumatoïde. Ici, en l'occurrence, dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, il y a deux anticorps que l'on dose, qui sont le facteur rhumatoïde et les anticorps anti-CCP. Alors, qu'est-ce que c'est que ces drôles de bêtes? Ce sont des anticorps que l'on retrouve en fait dans cette maladie. Et un anticorps, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est une protéine qui a deux parties. Une partie ici rose, qu'on appelle la région constante, et une partie ici verte qu'on appelle la région variable. Et son rôle va être d'accrocher en fait différentes molécules par sa région variable. Alors, si vous avez des anticorps contre le Covid, eh bien, ce bout-là va aller s'accrocher contre le Covid et lutter contre le Covid. Dans le cas du facteur rhumatoïde, ça va plutôt aller accrocher en fait d'autres anticorps. Alors, peu importe lesquels en fait finalement, mais ça va accrocher justement cette région constante. Et donc, vous avez plusieurs formes possibles, des formes où il y a plusieurs anticorps qui sont liés l'un à l'autre et qui vont accrocher d'autres anticorps, et des anticorps plutôt solitaires qui vont aller accrocher d'autres anticorps et les embêter. Alors, est-ce que le fait d'avoir des facteurs rhumatoïdes est spécifique de la polyarthrite rhumatoïde? On pourrait se dire que oui, mais en fait, il n'en est rien. On peut en retrouver en fait dans plein d'autres maladies. Et simplement, le fait d'avoir un âge un petit peu plus avancé peut faire qu'on peut avoir un facteur rhumatoïde positif, souvent en petite quantité et souvent sans qu'il y ait de symptômes ou de signes de polyarthrite. Et comme vous le voyez ici, dans toute une série d'autres affections, notamment des infections plutôt bactériennes, eh bien, on peut retrouver une positivité au facteur rhumatoïde. Donc, en tant que tel, la prise de sang ne suffit pas. Elle sert à orienter le diagnostic. Il en va de même pour l'autre marqueur qui définit la séropositivité, qui sont les anticorps anti-CCP. Là aussi, il s'agit d'anticorps, mais ceux-ci ne vont pas aller lier d'autres anticorps, ils vont aller lier plutôt de ce qu'on appelle des peptides cycliques citrulinisés. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des morceaux de protéines qu'on va retrouver qui ont subi des changements. Et donc, en fait, il y a un morceau de la protéine qui a été changé en citruline. Donc, ce sont des morceaux de protéines qu'on appelle de l'arginine et qui vont être changés en citruline. Et on va retrouver des anticorps qui reconnaissent ces protéines où il y a de la citruline dedans et ils vont aller se lier à ces protéines-là. Et c'est assez intéressant puisqu'en fait, dans les lésions inflammatoires de la polyarthrite, lorsqu'il y a de l'inflammation, il y a plein de protéines avec de la citruline qui sont produites. Et donc, en fait, c'est un peu l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est réellement ces anticorps-là qui vont créer la polyarthrite ou est-ce que c'est parce qu'on a beaucoup d'inflammation dans les articulations et donc de protéines citrulinisées qu'on a la maladie? Probablement un peu des deux, et l'un et l'autre vont s'entretenir dans un espèce de cercle vicieux. Alors, on disait aussi, on va définir la notion d'une maladie érosive. Qu'est-ce qu'une maladie érosive? Eh bien, c'est ce que votre rhumatologue va chercher constamment en fait, en faisant des radios et des échographies. En fait, il va aller chercher s'il y a ou non du dommage. Et donc, c'est un moyen de suivre la polyarthrite, puisqu'on sait que le traitement qu'on va donner contre la polyarthrite, le but ultime, même si il est clair que la réduction de la douleur et regagner de la fonction articulaire est important, il est aussi extrêmement important de préserver l'articulation contre le dommage. Et si on ne fait rien, les articulations dans la polyarthrite ont tendance à s'éroder, c'est-à-dire que à force d'avoir de l'inflammation au niveau de l'articulation, eh bien, l'articulation va finir par être grignotée par cette inflammation et on peut voir ces dommages sur des radiographies dites standards ou sur des échographies où vous voyez ici un bout d'os où il y a un bout érodé en fait au niveau de l'articulation. Et donc, lorsqu'on définit la polyarthrite rhumatoïde, on aime bien, nous, rhumatologues, savoir si on est séropositif ou séronégatif, c'est-à-dire est-ce qu'on a les marqueurs de la polyarthrite ou est-ce qu'on ne les a pas.
C'est important pour nous parce que ça définit en fait, en termes de pronostic, ça peut être important. Et si, oui ou non, il y a déjà des érosions. Le but du jeu, évidemment, c'est de détecter la maladie avant qu'il n'y ait des érosions pour pouvoir donner des médicaments avant que tout cela ne survienne. Mais alors, ok, d'accord, mais pourquoi est-ce que tout ça survient maintenant? Pourquoi est-ce que cette maladie se déclenche? Eh bien, on va essayer d'y répondre, encore une fois, en repartant un petit peu de la base, c'est-à-dire, qu'est-ce que de l'inflammation en fait? On n'arrête pas de nous en parler, il y en a dans la prise de sang, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Comment on peut se le représenter? Eh bien, la manière la plus simple de se le représenter, en fait, c'est que c'est en fait une réaction du système immunitaire. Et en fait, ce système immunitaire va réagir à une agression, c'est-à-dire une infection, un traumatisme, une brûlure, une allergie. Et donc, il va s'activer. C'est-à-dire qu'il y a en dessous un envahisseur qui essaye de nous attaquer et il va y avoir bagarre pour essayer de le repousser. Les symptômes typiques, on les connaît bien, hein, c'est-à-dire qu'ils ont été définis déjà il y a fort longtemps. Il y a de la chaleur qui va être produite, il y a de la rougeur qui va apparaître, du gonflement, de la douleur et, in fine, et c'est ce qu'on veut essayer d'éviter, une perte de fonction. Et donc finalement, qui va être le coupable de cette inflammation? Ce sont les cellules du sang. Et plus particulièrement les globules blancs. Donc rappelez-vous, en fait, dans le sang, il y a 3 grands types de cellules. Les globules rouges, qui vont plutôt être responsables du transport de l'oxygène et qui apparaissent comme rouges au microscope, c'est pour ça que le sang est rouge. Les plaquettes qui vont, elles, être plutôt responsables de la coagulation, et les globules blancs qui, comme leur nom l'indique, n'ont pas de pigments rouges et qui sont donc plutôt blancs. Et dans cette famille de globules blancs, on en distingue plusieurs types. Plusieurs types, pourquoi? Parce qu'ils vont avoir des rôles tout à fait différents. Et je vais essayer de vous expliquer ça un petit peu plus simplement. Donc, vous avez la première famille qu'on appelle les polynucléaires. Alors, pourquoi polynucléaires? C'est parce qu'en fait, lorsqu'on les regarde au microscope, ils ont des noyaux un peu polylobés comme ça. Et au départ, on a pensé qu'ils avaient plusieurs noyaux. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont retenu leur nom de polynucléaires. Eux, ce sont les petits soldats, hein, ce sont vraiment les soldats de première ligne. Ils vont aller au contact, au CAC, et ils vont aller repousser l'envahisseur. Ce sont eux qui vont être responsables de notre immunité, particulièrement contre les bactéries, les levures et autres envahisseurs. Alors, comme dans une armée standard, il y a d'autres intervenants qui sont indispensables sous la forme des lymphocytes. Alors ici, vous avez 3 types de lymphocytes, le lymphocyte T, le lymphocyte B et le lymphocyte dit NK comme natural killer. Alors, probablement que le plus complexe d'entre tous est celui dont on pense être en grande partie responsable de la polyarthrite rhumatoïde, c'est le lymphocyte T. En fait, il en existe plein de sortes et il a plein de rôles différents en fonction de la sorte qu'il est. Il sera tantôt général pour donner des ordres justement aux soldats. Il sera tantôt casque bleu pour dire calmez-vous, au contraire, on va arrêter l'inflammation. Et il sera dans certains cas plutôt un assassin qui va plutôt aller tuer certaines cellules, et notamment des cellules de bactéries. Donc, il peut revêtir plein de rôles différents. Le lymphocyte B, lui, au contraire, on peut le considérer plutôt comme un gros porte-avions. En fait, lui, son rôle principal, ça va être, comme vous le voyez, les plus observateurs l'auront remarqué, en fait, il produit des anticorps, lui. Et en fait, lui, il va être responsable de détecter qui sont les envahisseurs et de créer des anticorps spécifiques qui vont aller à la manière d'avions de chasse et de missiles téléguidés, s'accrocher en fait à la cible que sont les anticorps ou les virus pour les éliminer plus facilement et signaler leur présence en fait aux soldats de première ligne qui vont aller se battre contre eux. Et puis, vous avez des cellules
plus spécialisées de lymphocytes qu'on appelle NK comme natural killer et qui sont plus, elles, spécialisées dans la destruction de cellules bactériennes ou d'autres cellules qui nous envahissent et qui sont considérées comme mauvaises. Et puis finalement, les macrophages qui ont un rôle essentiel aussi, puisque ce sont nos éboueurs. Ils vont aller gober, manger en fait les bactéries. Et comme le petit dessin l'indique, en fait, il va recycler ces bactéries. En fait, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Il va gober les bactéries et les découper en petits morceaux pour les analyser et voir un petit peu et dire aux autres de quoi est composée cette bactérie et comment peut-on lutter contre elle. Voilà, donc fondamentalement, en fait, dans l'évolution, l'inflammation a comme rôle principal de nous préserver en fait des envahisseurs, et ces envahisseurs, ils sont multiples, ce sont les bactéries, les virus et les champignons pour les plus grands types, mais en fait, ça marche un petit peu contre tout, et donc du coup, à maintenir notre corps contre les différentes infections qui voudraient profiter de nos ressources. Alors justement, je l'avais brièvement introduit, mais il y a plusieurs types de réactions possibles en fait en fonction de ce qui se passe. Et vous avez d'abord l'immunité innée, et donc en fait, c'est surtout les petits soldats qui vont jouer ce rôle dans l'immunité innée. Et en fait, c'est lorsque vous avez un premier contact avec une bactérie, par exemple, eh bien, vous avez les soldats en garnison localement qui vont s'en charger et essayer de tuer l'envahisseur avant qu'il ne se propage. Et donc ça, c'est des réactions immédiates et il n'y a pas besoin de concertation. On a des globules blancs un peu partout et ils peuvent réagir en cas d'invasion. Il se fait que dans la plupart du temps, en fait, cette réaction ne suffit pas et il faut appeler des renforts. Et ça, du coup, ça, c'est ce qu'on appelle l'immunité adaptative. Et comment ça marche? En fait, tout le temps dans notre corps, un des grands rôles aussi des globules blancs, outre le fait de repousser les envahisseurs, c'est de faire des contrôles d'identité de cellules. Et donc, les globules blancs vont scanner toutes les cellules, tuc, 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 une par une, et donc ils vont reconnaître les cellules de notre corps et les laisser tranquilles, et au contraire, reconnaître les cellules qui sont considérées comme étrangères, ce qu'on appelle en immunologie le non-soi. Et donc, en fait, à partir du moment où une cellule est repérée, il va y avoir un contrôle qui est positif et les globules blancs vont faire tout un système en fait, où ils vont faire des avis une sorte d'avis de recherche, en fait, reconnaître qui est l'envahisseur et le montrer aux autres pour dire attention, cette personne-là est en train de nous envahir, eh bien, il nous faut des renforts qui sont spécifiques contre cette personne-là. Et donc, il va y avoir justement une adaptation à la réponse. On va appeler des renforts, justement, c'est là où l'inflammation va se créer. Et donc, en fait, l'inflammation, c'est la résultante de tout ça, et c'est cette bagarre qui va s'enclencher contre les envahisseurs ou contre autre chose, en fait. Pour pouvoir coordonner tous ces efforts et cette réaction, les globules blancs ont différents moyens de communiquer, un peu comme nous, le talkie-walkie ou un petit SMS. Eh bien, les cellules du corps, et particulièrement les globules blancs, ont plusieurs moyens de communiquer. Tout d'abord, elles peuvent sécréter des molécules, et alors ces molécules, elles ne vous seront probablement pas étrangères, notamment dans le cas de la polyarthrite, une des molécules sécrétées pour coordonner les efforts de l'inflammation, c'est le fameux TNF, comme les anti-TNF. Et donc, en fait, certains médicaments vont aller cibler ces molécules de communication et donc brouiller les communications entre les globules blancs pour ne plus pouvoir qu'ils se coordonnent et faire de l'inflammation. Par ailleurs, ils peuvent aussi communiquer entre eux, rien qu'en se touchant, eh bien, ils ont des molécules en fait sur la surface de la cellule qui vont être détectées par d'autres cellules. Et donc, entre elles, elles peuvent se donner des signaux d'alerte comme quoi il y a un danger ou au contraire, il n'y a plus de danger et donc il faut arrêter de venir ou repartir ailleurs.
Et d'autres moyens de communication peuvent être faits via d'autres molécules qui ne sont pas des molécules sécrétées en fait par les globules blancs, et où ils peuvent aussi également communiquer en se touchant, mais en s'échangeant des molécules. Et tout ça, en fait, vraiment, c'est comme dans une armée, c'est vraiment pour coordonner leur rôle, répartir les troupes, appeler les troupes en renfort dont on a besoin. Et ça a une implication directe, tout ça, c'est que, par exemple, lorsqu'on a déjà rencontré un pathogène, eh bien, on a déjà développé cette réponse. Il y a déjà eu, si vous voulez, le premier scannage, le premier avis de recherche, et il y a déjà des cellules qui se sont spécialisées pour lutter contre l'envahisseur. Et donc, elles peuvent être appelées en renfort une fois que l'envahisseur revient. Et ça porte un nom, en fait, c'est la vaccination. La vaccination, en fait, c'est ça, c'est vous exposer, en fait, à un pathogène, que tout ce processus se fasse, que les avis de recherche soient lancés, que les globules blancs s'activent, et en fait, ils arrivent à s'en souvenir et ils savent qu'ils ont déjà lutté contre tel ou tel pathogène. La réponse est beaucoup plus rapide. Et donc, c'est pour ça qu'en cas de vaccination, on est moins susceptible, même si ce n'est pas 100%, de rattraper quelque chose, puisqu'on a déjà et des anticorps et des cellules spécialisées qui peuvent lutter contre le pathogène. Et donc, in fine, qu'est-ce que la maladie? La polyarthrite, en fait, c'est un manque de régulation de l'inflammation. En fait, il va y avoir un bug dans ce système de communication et de régulation en fait, des globules blancs. Une fois que normalement le danger est écarté, les globules blancs se recalment et l'armée se retire et va de nouveau se disperser dans le corps. Mais là, ici, il y a visiblement un bug. Et c'est ça qui se passe en fait au sein des articulations. Il y a toujours ce combat perpétuel qui se passe, et alors qu'il n'a pas lieu d'être puisqu'il n'y a pas réellement d'envahisseurs ou d'autres dangers. Et c'est vraiment ça le problème dans la maladie. Donc les mécanismes fins ne sont pas tout à fait élucidés, mais en fait les principaux acteurs, on les connaît et on sait qui fait quoi et qui ne va pas. Et comme je vous disais, ce sont principalement ces fameux lymphocytes T et aussi les régulations en fait dans les signaux que s'envoient les globules blancs. Alors, on en arrive au vif du sujet, finalement, quelles sont les causes de la maladie? Et en fait, il n'y a pas une cause, il y a plein de causes. Et j'aime souvent utiliser cette analogie de loterie, c'est-à-dire qu'en fait, pour avoir la maladie, il ne suffit pas d'un seul facteur, il faut un peu une combinaison de facteurs comme au loto. Il faut avoir une bonne combinaison de chiffres pour que ça marche. Et bien ici, c'est un peu pareil. Il faut pas que de la... Enfin, il y a des cas qui existent qui sont que de la génétique, mais ils sont rares. Et un facteur uniquement ne va pas suffire à créer la maladie. C'est souvent une accumulation de choses. Et donc, on va essayer de comprendre ensemble quelles sont les différentes choses qui peuvent rentrer en action, puisque on sait que finalement, connaître ces différents acteurs va nous permettre de trouver aussi des leviers d'action, en fait. Outre les médicaments que vont prescrire les rhumatologues, est-ce qu'il n'y a pas d'autres leviers d'action que l'on puisse utiliser? C'est un peu ce qu'on va voir ensemble. Alors, je vous propose de faire comme suit. On va d'abord parler un peu de génétique, d'épigénétique, et puis on va parler de facteurs environnementaux que sont alors le plus gros morceau, c'est le tabac, mais aussi les facteurs environnementaux que sont la pollution, les différentes infections, et puis on va essayer de conclure tout ça. Alors, donc tout d'abord la génétique. Alors je vais essayer de vous expliquer ça de manière simple parce que la génétique c'est souvent mal compris et mal interprété en fait. Donc chaque être humain en fait est composé d'ADN et c'est ça qui va définir qui nous sommes. C'est une séquence de codes qui va se trouver sur l'ADN et ce code comprend 4 lettres en fait. A, T, G, C. Et donc en fait, chacun d'entre nous est un code différent qui va être constitué de 3,2 milliards de lettres arrangées de manière différente qui va faire de nous ce que nous sommes. Et en fait,
ces petites lettres, donc elles sont sur l'ADN, et cet ADN est composé en fait de 23 paires de chromosomes. Le chromosome, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est de l'ADN enroulé très très fort sur lui-même. Et en fait, au sein de la cellule, dans le noyau, il y a 23 paires de chromosomes, donc 46 chromosomes en tout, qui vont définir qui nous sommes par un code. Donc, il y a 22 paires de chromosomes qui sont dits d'autosomes et deux chromosomes sexuels. En fait, il y a une petite coquille ici, qui sont le chromosome X et Y. Donc, si vous êtes une femme, vous serez XX, et si vous êtes un homme, vous serez XY. D'accord? Donc, quand on parle de gène, en fait, on parle d'une partie en fait, de cet ADN bien définie qui va coder pour une protéine. En fait. Et on estime que le nombre de parties codantes dans tout le génome, eh bien, il y a environ 20 000 gènes pour un être humain différent. Okay. Donc, pour mettre les choses un peu en perspective, j'aime bien refaire ce calcul. C'est que donc, si vous estimez que tout votre code qui définit qui vous êtes, c'est 3,2 milliards de lettres, eh bien, vous considérez que sur une page Word, en caractère 11, en Times New Roman, vous pouvez environ écrire 4200 caractères. Et donc, en fait, tout votre code génétique et tout ce dont vous êtes constitué, en fait, c'est environ 761 000 pages de Word. Et en fait, si vous sauvez ça en Word, ça fera plus ou moins 9 gigas de données. Alors, j'entends déjà les informaticiens qui vont hurler à la mort parce que ce n'est pas comme ça qu'on définit un stockage de données. Mais je trouve qu'en Word, c'est plus parlant parce que tout le monde utilise du Word. Et donc, ça nous permet de visionner un petit peu un chiffre, même s'il paraît énorme. 700 000 pages de code interminable, juste de 4 lettres différentes qui s'alternent, c'est énorme. Et donc 9 gigas, finalement, ça paraît finalement pas si grand que ça, en fait, au vu de la chose. Je faisais des petites recherches comme ça pour voir un petit peu. Eh bien, à l'heure actuelle, on vend des petites cartes mémoire. Hein, et donc, c'est presque... C'est tout ce qu'il faut en fait pour contenir le code génétique sous forme Word. Hein, ça ne coûte pas si cher que ça. Alors, si vous voulez le contenir dans un gros GSM, maintenant, les iPhone 12 sont bien plus performants. Mais voilà, donc vous pourriez mettre en format Word tout votre code génétique. Alors finalement, en quoi la génétique intervient? C'est que finalement, les gènes qui vont être impliqués en fait, dans la maladie et que l'on connaît, qui vont être reliés à la maladie, c'est en fait des gènes qui vont être impliqués dans l'inflammation. C'est-à-dire, par exemple, un gène qui code pour le TNF, par exemple, ou un gène qui code pour la régulation des lymphocytes. Eh bien, ces gènes-là vont être impliqués en fait, dans la maladie sans pour autant souvent qu'il soit le facteur déterminant dans la maladie. À lui seul, il ne suffit pas en fait. Et donc, voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Alors la génétique, c'est souvent extrêmement déprimant. On se dit, bon, finalement, je ne suis qu'un... Finalement, en fait, en 760 000 pages, on arrive à me définir entièrement qui je suis. Et voilà, c'est vraiment extrêmement fini, en fait. Et je trouve que ça revêt un caractère déprimant. Mais en fait, la réalité ne s'arrête pas là. Et en fait, il y a ce qu'on appelle d'autres facteurs qui vont influencer le génome, et c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, en fait. Et c'est une discipline qui va étudier en fait les mécaniques qui vont modifier de manière réversible ou non l'expression des gènes sans en modifier la séquence. Donc, en fait, la manière simple de se le représenter, en fait, ce sont les vrais jumeaux. Pour tous ceux qui connaissent des vrais jumeaux, ils savent bien, en fait, que quand ils sont tout petits, finalement, on a difficile à les différencier, même si ceux qui les connaissent bien arrivent bien à les différencier. Mais plus ils vieillissent, en fait, plus on arrive bien à les différencier. Leur ressemblance, en fait, qui est extrême, puisque d'un point de vue génétique, c'est la même personne,
eh bien, leur personnalité va être tout à fait différente, leurs habitudes vont être différentes, leurs goûts parfois vont être différents. Ça va être deux personnes souvent peut-être même radicalement opposées, même si elles ont le même génome. Et donc, en fait, tout ça est lié à l'épigénétique et en fait l'influence de l'extérieur aussi sur l'expression de nos gènes. Donc, la génétique ne s'arrête pas simplement au code, en fait. On a le code, mais la manière dont le code va s'exprimer peut être différent en fait d'une personne à l'autre, même si cette personne est identique génétiquement comme un jumeau. La manière que la science a d'expliquer ça, en fait, c'est en partie lié à ce qu'on appelle la méthylation de l'ADN. Alors, la méthylation de l'ADN, qu'est-ce que c'est que cette drôle de chose? En fait, c'est que dans une cellule, en fait, un peu comme dans une librairie, quand vous rentrez dans une librairie, eh bien, tous les livres ne peuvent pas être exposés en même temps. Il y a une arrière-boutique où il y a bien plus de livres que ce qui n'est exposé, mais on peut en exposer qu'une certaine partie, avec souvent des livres qu'on met en avant, avec un peu de publicité. Eh bien, un génome, c'est pareil, en fait. Et la manière dont le génome a de faire ça, en fait, c'est par ce qu'on appelle la méthylation. En fait, ce que ça va faire, c'est que les parties qui vont coder en fait, pour les gènes qui vont être exprimés, la partie de cet ADN va être en fait dépliée. Et tout ce qui ne va être à l'arrière-boutique et pas transcrit, en fait, va être enroulé avec des espèces de petites billes qu'on appelle des histones. Et donc, l'ADN va être super enroulé comme ça et très peu accessible en fait aux enzymes qui vont décrypter cet ADN. Et donc, en fait, c'est un peu la même chose qu'une librairie. Vous aurez des livres exposés, donc des gènes qui vont être fortement exprimés, et des livres et des gènes qui vont être plutôt supprimés ou beaucoup moins exprimés. Et dans la nature, on a ça de manière très importante. Alors particulièrement, en fait, dans les chats femelles, par exemple, c'est une manière de le visualiser extrêmement bien. En fait, ce qui va se passer en fait, au cours de l'embryogenèse, c'est qu'un chat femelle va être XX, donc, et il peut être porteur de deux couleurs sur chacun de ces X, en fait. Et au cours de la vie embryonnaire, il y a un des deux X, donc des chromosomes XX de la femme, qui va s'inactiver aléatoirement. Et en fait, le pelage du chat va être vraiment la représentation de cette mosaïque d'inactivation d'un des deux chromosomes X, puisque un chromosome va exprimer la couleur noire, un chromosome va exprimer la couleur rousse, et il y a, alors dans le cas des chats, on peut avoir même un troisième truc qui s'exprime, qui est la couleur blanche. Et donc en fait, la mosaïque que l'on peut voir sur le pelage des chats est liée en fait à la méthylation de l'ADN et de l'inactivation ou non de ces gènes au niveau cellulaire au cours de sa vie embryonnaire. Et ça, c'est un truc que je trouve quand même assez incroyable. Donc, c'est quelque chose qui se passe aussi dans l'être humain, mais on ne le voit pas comme un pelage parce que l'être humain n'a pas la couleur de son pelage qui est déterminée par ses chromosomes sexuels. Alors, on en arrive aux facteurs environnementaux et probablement un des plus importants et sur lequel on n'insistera jamais assez, en fait, c'est le tabac. On sait que le tabac a plusieurs propriétés négatives, et notamment au niveau pulmonaire. Il détermine des surrisques en fait, de mortalité, que ce soit par la survenue de maladies pulmonaires, mais également de cancers bronchiques. Ce n'est pas les seuls cancers qui sont liés à la consommation de tabac. Il y a également des cancers de vessie, des cancers du côlon. Bref, en gros, c'est un pourvoyeur de cancers pour plein d'organes, mais également vecteur d'inflammation. Et en fait, on sait que l'inflammation chronique des bronches va contribuer également à, si vous voulez, l'activation en fait justement de ce système immunitaire qui va justement être auto-entretenu en fait dans cet état inflammatoire et aggraver, si vous voulez, ou peut-être même, ça on n'est pas tout à fait sûr, mais peut-être même contribuer au déclenchement de la maladie en fait. Et donc, ce que je dis toujours en consultation, c'est qu'il faut essayer d'absolument, absolument arrêter, si possible, le tabagisme, puisqu'en fait,
quelque part, c'est de mettre un peu de l'huile sur le feu. La plupart des médicaments, en fait, vont avoir pour vocation de diminuer l'inflammation. Et ici, c'est un petit peu le fait de refumer. On sait qu'il va y avoir une diminution de l'efficacité de certains traitements, mais aussi une augmentation en fait, du caractère agressif et érosif de la maladie. Donc, un des premiers traitements, si on est anti-médicament, eh bien, rien que ça, c'est d'arrêter le tabac. Et d'ailleurs aussi, j'en ai pas parlé, mais ça peut participer au fait au développement d'anticorps anti-CCP. Rappelez-vous, ce sont les anticorps qui étaient dirigés en fait contre des protéines citrulinées qui étaient elles-mêmes liées à en fait une inflammation chronique. Alors, dans les causes environnementales, on pourra citer la pollution aussi dans son aspect le plus large, bien que c'est assez difficile à étudier, puisque, en fait, pour étudier ça, il faudrait prendre des jumeaux et les mettre à part, un en ville, un à la campagne, puisque, en fait, finalement, on pourrait toujours dire qu'il y a plein de facteurs qui influencent. En tous les cas, on sait que les particules de diesel, pour ne citer qu'elles, mais c'est parce qu'il y en a plein d'autres, contribuent aussi, un peu comme le tabac, à une inflammation chronique et une aggravation des choses. Donc ça aussi, à méditer. Hein. Donc ce n'est pas une incitation forcément à partir à la campagne, quoique, mais aussi peut-être à repenser son mode de vie, puisque nous sommes tous un petit peu responsables de la pollution ambiante, à notre petite échelle, hein, évidemment, mais ça peut inciter aussi à consommer plus responsablement, à éviter certaines pratiques qui sont extrêmement polluantes. Chacun peut y voir un petit peu une petite contribution en fait à la diminution de l'inflammation globale de la population. Et alors, on en arrive à une grosse partie aussi qui est responsable de l'inflammation, eh bien, ce sont les microbes et les virus. Eh bien, ceux-ci sont partout, présents partout, 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 partout. Et alors, l'endroit où ils sont plus présents, c'est à l'intérieur de nous. Puisqu'en fait, on en a besoin pour une série de choses, et les microbes, on vit intrinsèquement en symbiose avec elles, on a besoin d'eux, et eux ont besoin de nous. En fait, probablement dans l'univers, l'espèce la plus dominante, ce seront probablement les microbes, ce ne sera certainement pas les humains, les microbes nous surpassent de très loin. Et non seulement ils sont nos partenaires, mais ils éduquent aussi notre système immunitaire, puisqu'en fait, quelque part, nous vivons avec eux, et notre système immunitaire ne doit pas s'activer à chaque rencontre avec un microbe, sinon on ne s'en sortirait pas, puisqu'ils sont à l'intérieur de nous, et particulièrement dans ce qu'on appelle le microbiote intestinal, ce qu'on appelle notre flore digestive. On en parle de plus en plus du microbiote intestinal, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui a été négligé pendant fort longtemps, et on a en fait l'impression que beaucoup de choses partent de là. Le nombre de bactéries dans notre côlon est quelque chose de colossal. C'est de l'ordre de 10 puissance 14. Pour visualiser le chiffre, je l'ai marqué ici. C'est quelque chose que j'ai l'impression que notre esprit humain a de telles proportions, a de tels chiffres, n'arrive même pas à s'imaginer le nombre réel que ça représente. C'est vraiment un chiffre astronomique. Et en fait, donc, tant que par le poids que ça représente dans notre corps, c'est-à-dire plus ou moins 2 kilos pour un être humain moyen, c'est même plus lourd que notre cerveau. Et en termes de quantité de cellules et d'informations génétiques, il y a plus de quantité de cellules bactériennes dans notre corps que ce qu'il y a de quantité de cellules humaines. Donc, on est un peu plus bactérien qu'humain, en fait, parce qu'ils sont tellement, tellement, tellement nombreux. Et donc, la plus grande partie en fait, de ces bactéries, on les connaît, et on sait que leur proportion en fait, dans le tube digestif et la manière en fait, dont ils collaborent entre eux et réellement leur répartition va amener à plein de problèmes ou justement des bénéfices pour l'être humain. Et donc, en fait, on sait que des perturbations en fait, dans la flore digestive et dans la proportion de ces bactéries est associée à plein de maladies. Alors, évidemment,
On peut penser aux maladies inflammatoires et la polyarthrite en première ligne, mais également des maladies comme le diabète de type 2 ou l'obésité, les maladies cardiovasculaires également, les maladies du tube digestif, les allergies, même les cancers maintenant, on pense. Et donc, de plus en plus, il y a des thérapies nouvelles qui sont essayées en fait par ce qu'on appelle des techniques de greffe fécale, c'est-à-dire qu'on essaye de remettre en fait une flore par en fait des greffes de sel, hein, c'est donc du caca pour parler crûment, qu'on va injecter en fait dans notre tube digestif pour essayer de rééquilibrer les flores et lutter contre ces maladies. Alors encore une fois, qui est l'œuf de la poule ici? Est-ce que c'est la maladie qui fait que la flore est perturbée ou est-ce que c'est la flore qui crée la maladie? Probablement un peu des deux aussi, mais c'est extrêmement important à tel point que le microbiote intestinal a été surnommé le deuxième cerveau de l'homme, allant jusqu'à dire que probablement toutes les maladies qu'on connaît chroniques passent en fait par notre tube digestif et par la flore intestinale. Et je ne pouvais pas parler de la flore intestinale sans m'arrêter en fait juste avant dans la bouche, puisque c'est une bactérie bien connue en fait des rhumatologues, c'est le Porphyromonas gingivalis. Et le Porphyromonas gingivalis, en fait, c'est une bactérie bien connue de nos amis dentistes puisqu'il donne ce qu'on appelle des gingivites. Donc, c'est une inflammation des gencives, en fait, chronique, qui va créer, en fait, une inflammation globale. Alors, on pourrait se dire jusque-là, OK, ça s'arrête là, mais en fait, pas vraiment, puisqu'en fait, le Porphyromonas a comme particularité, en fait, d'avoir une enzyme particulière qu'on appelle une enzyme PAD, qui va créer des protéines citrulinisées. Vous voyez où je veux en venir, en fait, et donc du coup, c'est de nouveau la même chose. Ça va créer en fait plein de protéines citrulinisées et donc potentiellement des anticorps anti-CCP, donc anti-citrulline, cyclisés, et donc peut être potentiellement le déclencheur de la maladie. Et donc, c'est là un peu où je voulais en venir et clôturer parce que j'ai volontairement fait un peu court, mais c'est extrêmement dense. Donc, il n'y a pas une cause, mais des causes, hein. Il y a plusieurs causes qui vont s'enchevêtrer et créer réellement les conditions nécessaires à la maladie. C'est donc ce qu'on appelle quelque chose de plurifactoriel. Et donc, grâce à une meilleure compréhension, on arrive à comprendre un peu quels sont les différents leviers d'action sur lesquels on peut agir simplement. Si vous ne devez n'en retenir qu'un, éventuellement, ce serait l'arrêt du tabac. C'est extrêmement important pour tous les patients malades. Ça permet d'augmenter en fait l'efficacité des médicaments, probablement même de diminuer l'activité de la maladie. Essayer d'éviter autant que faire se peut le stress, même si c'est facile à dire. Essayer de manger plus sain et équilibré, hein. Essayer d'éviter tout ce qui est considéré comme de la malbouffe ou de la, de la nourriture qui a été extrêmement processée pour essayer de maintenir un microbiote et une flore intestinale la plus saine possible. Pensez à manger bio le plus possible, pensez à manger frais, pensez à manger saisonnier. Il y a une kyrielle de régimes possibles pour avoir des effets anti-inflammatoires. Je pense que si on veut rester simple et si on veut rester conseil pour tout le monde, c'est des choses simples qu'il faut faire. C'est rester, manger équilibré. Déjà, rien que ça, c'est déjà un grand pas en avant. Et alors, évidemment, on ne saurait que trop le dire, l'adhérence au traitement, si celui-ci, pour une raison X ou Y, n'est pas supporté, il faut pouvoir en discuter avec son rhumatologue, puisque c'est que comme ça qu'on arrive à lutter efficacement contre la maladie. Voilà. Je voulais remercier encore tout le staff de Claire de m'avoir invité pour cette petite présentation. Et je suis sûr qu'il y a des questions auxquelles je peux répondre. Tout à fait. Mais en tout cas, déjà un très grand merci donc, pour votre intervention. Pour faire un peu un lien avec l'atelier précédent, on a eu donc une question qui était est-ce que la polyarthrite est la même chose que l'arthrite juvénile? Est-ce qu'elles ont le même fonctionnement? Parce que souvent,
quand il y a la transition de de la pédiatrie à l'âge adulte, il y a une confusion. Est-ce que ça reste une arthrite juvénile? Est-ce que ça devient une polyarthrite? Et donc, voilà. Alors, j'espère que ma réponse va être raccord avec le précédent intervenant. Donc, je pense que l'arthrite juvénile, en fait, malheureusement, est un peu un terme fourre-tout où l'on regroupe en fait beaucoup de maladies qui ont parfois des expressions extrêmement différentes, l'une par rapport à l'autre. Et je pense que même si il y a la transition effectivement de la maladie infantile vers l'âge adulte, où souvent même les symptômes changent à ce moment-là, l'expression de la maladie change pour plein de raisons, pour des raisons hormonales, pour des raisons simplement d'évolution bête et méchante de la maladie. Je pense qu'il faut considérer une arthrite juvénile toujours comme une arthrite juvénile et non pas comme une polyarthrite de l'adulte, parce qu'elles ont toujours un peu des petites distinctions subtiles que l'on doit prendre en compte. Et donc, voilà, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de questions. Donc, voilà, si les derniers volontaires… C'était que si c'était trop clair ou pas assez clair. Voilà, c'était extrêmement clair, en tout cas. Ah, nous avons… Donc, alors, une question très pointueuse. Alors, est-ce que une pseudo-arthrite trisoménique et une arthrite psoriasique… Attends, je ne comprends pas bien la question. Semble-t-il qu'une… Donc, elle dit qu'elle a été diagnostiquée pseudo-polyarthrite trisomélique et peut-être psoriasis. En fait, si on peut généraliser un peu la question, c'est est-ce que on peut avoir donc les maladies comme la polyarthrite sans avoir les anticorps présents en termes sanguins? Alors, pour répondre à la première question, oui, tout à fait. La présence ou non d'anticorps ne va pas affirmer ou infirmer la maladie. J'entends par là que si vous avez des anticorps positifs, vous n'avez pas forcément la maladie. Et si vous avez des anticorps négatifs, vous avez quand même peut-être la maladie aussi. Si c'était aussi simple que ça qu'un dosage d'anticorps, eh bien, on n'aurait pas besoin de rhumatologue, on pourrait faire de la téléconsultation et même déléguer ça à des techniciens. Il se fait que la vérité est beaucoup plus compliquée que ça. En fait, et si je comprends l'autre question en fait à demi-mot, c'est est-ce qu'on peut avoir des maladies où on n'est pas sûr d'une maladie ou d'une autre? Souvent, on a l'impression en fait d'être en espèce de flottement diagnostique où on a un peu des deux. Eh bien, ce n'est pas un problème. Conceptuellement, il n'y a pas réellement de problème. En fait, ce qui se passe, c'est que la réalité des maladies est beaucoup plus complexe que simplement un bouquin. C'est-à-dire que dans un bouquin de médecine, on va retrouver, si vous voulez, des situations typiques. La polyarthrite, ça se passe entre 35 et 50 ans. Ça survient de manière symétrique, préférentiellement au CARP et au MCP2. Donc, vous avez, si vous voulez, un tableau typique qui est décrit et qui va définir la maladie avec un certain nombre de critères. Il se fait que la réalité sur le terrain, la réalité quand on a un patient devant soi, c'est qu'on a des choses qui peuvent ressembler à deux maladies en même temps. Et ce n'est pas tant un problème, il faut intégrer le truc. Et même si on rentre dans deux définitions, on peut rentrer tout à fait dans le cadre de deux définitions, ce n'est pas un problème. Donc ça devient un problème purement médical à nous de gérer comment on va traiter ça. Et souvent, c'est vrai que c'est une source de confusion pour les patients si on n'arrive pas à les ranger dans des petites cases. Mais il faut bien comprendre que les petites cases qu'on a créées, c'est simplement parce que c'est rassurant d'avoir des petites cases et que parfois, certains patients peuvent rentrer dans plusieurs petites cases ou même être carrément à cheval sur deux petites cases. Et voilà, c'est comme ça. Il se fait que la vie, ce n'est pas blanc, ce n'est pas noir, c'est souvent plusieurs nuances de gris. Et le fait est que la rhumatologie est un parfait exemple de ça, c'est que tout patient est différent, puisque si on pouvait imaginer que toutes les polyarthrites étaient les mêmes,
bah, ça serait extrêmement simple. Tout le monde a le même traitement, tout le monde il y a une seule molécule qui marche pour tout le monde et c'est bon. Et la réalité, elle n'est pas comme ça. Les gens ne rentrent pas forcément dans les petites cases. Souvent, on a plusieurs diagnostics qui sont quelque part possibles avant que finalement la maladie va se stabiliser et plutôt revêtir le caractère d'une seule et unique maladie. Et donc, il ne faut pas être perturbé pour autant. C'est quelque chose que nos médecins intégreront assez bien, mais qui peut être parfois déroutant lorsque c'est mal expliqué. D'accord, merci pour cette question très complète. Alors, on a du coup plein de nouvelles questions. Voilà, vous avez parlé des microbiotes intestinales. Est-ce que justement on peut améliorer la rémission de notre maladie en influençant justement ces microbiotes par des médicaments, compléments alimentaires ou ce genre de choses? Alors, c'est extrêmement controversé. En fait, donc, il y a un vieil adage qui dit « on est ce qu'on mange ». Et je pense que c'est absolument vrai. Donc, le fait de prendre des compléments alimentaires et des bactéries qu'on peut vendre en commerce peuvent aider parfois dans la résolution de certains symptômes, comme des diarrhées, des choses comme ça. Mais de là à en dire que ça va augmenter l'efficacité des traitements, je ne suis pas tout à fait sûr, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas prendre ces compléments alimentaires à vie. Et je pense que s'il y a un investissement à faire, il est vraiment beaucoup. Je préférerais que vous investissiez l'argent, alors à ce moment-là, qui serait alloué à des compléments alimentaires dans une alimentation plus saine, avec des aliments moins processés, comme je disais, et des choses simples comme ça. D'ailleurs, j'encourage les gens à aller voir. Donc, on a eu une petite séance samedi sur l'alimentation. Ouais, Donc, voilà, pour ça rebondit sur le faire sujet. un petit peu le lien, c'est ça. Une autre question, c'était, est-ce qu'il y a des pathologies, comme l'angine, qui peuvent déclencher la survenue de polyarthrite? Alors, c'est une excellente question. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, il y a certaines pathologies et on pense que c'est aussi. J'ai pas voulu j'ai un peu omis ça, mais parce que c'est un truc un peu compliqué. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que certains microbes, ou certains virus, par leur conformation, en fait, si vous voulez, tromper le système immunitaire et faire en sorte qu'il s'active contre d'autres trucs qui lui ressemblent. Et donc, c'est ce qui se passe dans certaines pathologies, notamment le RAA, qu'on ne retrouve plus beaucoup, puisqu'en fait, la population bactérienne en Europe, en tous les cas, a changé à cause des antibiotiques qu'on donne un peu à tout va. Alors maintenant, c'est moins vrai, mais à une certaine époque, on donnait des antibiotiques à tout va. Et en fait, les souches qui étaient ce qu'on considérait en fait comme déclencheuses de réactions plutôt ostéo-articulaires, eh ben, on a l'impression de voir qu'elles ont disparu en fait. Donc, c'est une excellente question, puisqu'en fait, on se pose la question en fait, sur plein de pathogènes, s'ils sont non responsables en fait, du déclenchement un peu de ce bug immunitaire qui va amener en fait, à cette surinflammation qui va se faire. Plein de pathogènes sont candidats, que ce soit des bactéries, que ce soit des virus, mais effectivement, il y a eu des streptocoques aussi qui ont été impliqués là-dedans, donc effectivement. Merci. Alors, à propos du stress, quels sont un peu les mécanismes qui font que ça a une influence sur nos pathologies et qu'est-ce qui, au final, qui fera que le stress peut déclencher la maladie? Alors ça aussi, c'est une question ultra complexe qui mérite un séminaire à lui tout seul. Mais pour faire quelque chose de compliqué simple, en fait, le stress va avoir vraiment énormément de répercussions, notamment hormonales, et notamment en fait au niveau de ce qu'on appelle les stress oxydatifs. Je parlais en fait de citrulisation, j'en ai parlé plusieurs fois, mais en fait,
ce qu'on considère au niveau cellulaire comme un stress, justement, l'inflammation peut être un stress cellulaire. Mais ici, ce qu'on parle, c'est plutôt un stress psychologique. Et donc ça va plutôt nous influencer au niveau hormonal. Ça va augmenter notre cortisol, ça va augmenter notre adrénaline. Et tout ça va aussi influencer de manière négative notre système immunitaire en le rendant plus prompt en fait, à l'inflammation rapidement. Ceux qui ont par exemple du psoriasis le savent bien parce que le psoriasis par exemple est une maladie qui est extrêmement susceptible au stress et il suffit d'avoir un coup de pression au travail, quelque chose qui ne va pas dans sa vie et pouf, ça c'est directement visible sur la peau, mais la polyarthrite peut revêtir cet aspect aussi et ça dépend vraiment des personnes et de leur susceptibilité, encore une fois, du système immunitaire à répondre à ces hormones et à ces changements physiologiques. Alors, une autre petite question. Alors, une crise inflammatoire de la polyarthrite et une crise d'arthrose, comment peut-on les différencier? Quels sont, donc, au final, ensuite, la prise en charge en fonction donc, de ces crises, quoi. Comment on peut faire un peu la différence? Alors en fait, il faut bien différencier l'arthrose de l'arthrite. Pour encore une fois faire quelque chose de fort compliqué, simple, l'arthrose, pour caricaturer, en fait, c'est de l'usure de l'articulation et la polyarthrite, c'est vraiment l'implication du système immunitaire qui va s'activer et inflammer l'articulation activement. Et comment fait-on la différence? Eh bien, ça, c'est toute la subtilité en fait, du rhumatologue à trouver la réponse. Il y a plusieurs indices qui vont permettre de donner la réponse. Par exemple, l'arthrose, typiquement, dans une prise de sang, ne va pas donner d'inflammation. La polyarthrite, ça peut, comme ça peut pas aussi, donc ça dépend des fois. Les radios peuvent simplement donner aussi la réponse. Il y a des lésions caractéristiques que l'on pourra voir sur une radio qui sont plutôt liées à l'arthrose ou plutôt liées à la polyarthrite. L'échographie peut donner des réponses. Donc en fait, il y a plein d'outils qui nous permettent de donner des éléments de réponse. Et c'est extrêmement important en fait parce que finalement, ça va déterminer aussi notre attitude. L'attitude qu'on va avoir sur une polyarthrite est plutôt de calmer l'inflammation, donc plutôt, alors ça dépend des fois, mais plutôt des corticoïdes ou alors augmenter le traitement déjà existant. Et dans l'arthrose, ce seront plutôt des méthodes pour mettre l'articulation au repos. Ce seront plutôt des attelles, plutôt des anti-inflammatoires légers pour essayer de diminuer les douleurs. Donc, la réponse que l'on va fournir en fonction du diagnostic sera différente. Mais pour autant, la première question, c'est quel est le diagnostic? Est-ce qu'on est plutôt face à une crise d'arthrose ou plutôt face à une crise d'arthrite? Et ça, il n'y a que le médecin qui pourra plutôt faire la part des choses. Question, vous parliez de gingivite. Est-ce qu'on peut considérer que c'est les aftes ou ça n'a rien à voir? Alors, non, ce n'est pas les aftes, bien que les aftes sont impliquées dans certaines maladies inflammatoires aussi, notamment la maladie de Béchette. Mais donc, le message aussi à faire passer là-dedans, c'est que d'avoir une bonne hygiène buccale, essayer de consulter votre dentiste au moins pour un check-up et un détartrage une fois l'an, parce qu'en fait, quelque part, même, c'est plutôt l'inflammation des gencives qui va être déterminant dans le cas du Porphyromonas gingivalis, mais cette bactérie, elle est loin d'être pas fréquente, elle est vraiment plutôt au contraire très fréquente. Et donc, le fait d'avoir des gingivites chroniques à cause du tartre qui irrite la gencive ou des caries mal soignées qui sont un nid à bactéries qui vont créer une inflammation chronique, eh bien, ce sont tous des facteurs qui sont facilement améliorable. Alors, je ne dis pas que ça va entièrement contre les maladies, mais ça va permettre, si vous voulez, c'est une des clés qui permet d'améliorer le contrôle de la maladie. Et ensuite, donc on a plusieurs questions qui se ressemblent un peu. À quel point, au final, la polyarthrite peut être comparée à l'arthrite psoriasique ou la spondylarthrite? Vous avez déjà un peu répondu en partie, mais... Alors, je vous invite à faire un séminaire entier là-dessus parce que ça, c'est vraiment une super grosse réponse. Alors,
Donc, je parlais un peu des petites cases, justement. Nous, les médecins, on a cette fâcheuse tendance à toujours tout vouloir mettre dans des petites cases et à bien circonscrire le monde dans quelque chose qu'on peut décrire. Ça nous rassure aussi un peu. Donc, ici, on essaye de déterminer, si vous voulez, des maladies de manière, si vous voulez, un petit peu caricaturale dans la manière dont elles se représentent. Pour faire, si vous voulez, pour avoir des distinctions et pouvoir avoir des lignes de conduite que l'on peut déterminer en fonction de l'une ou de l'autre. Typiquement, pour faire simple, on va dire, la polyarthrite va plutôt toucher les mains, de manière symétrique, alors plutôt les articulations métacarpophalangiennes ici et le poignet, alors que l'arthrite psoriasique, elle, va plutôt être asymétrique, plutôt toucher par exemple qu'un seul doigt, pas forcément les métacarpophalangiennes, mais peut faire un seul doigt, ou parfois toute une main, tous les doigts, mais pas l'autre, ou parfois elle peut être symétrique, donc elle est vraiment extrêmement plus polymorphe, l'arthrite psoriasique. Elle est typiquement, elle n'a pas de marqueur de type facteur rhumatoïde ni anti-CCP, alors que la polyarthrite plutôt. Et la spondylarthrite, typiquement, s'attaque plutôt à la colonne, même si on peut retrouver aussi des atteintes articulaires au niveau des mains. Alors, je sais que dit comme ça n'a pas l'air extrêmement clair, mais c'est parce que la vraie réponse est extrêmement complexe et ça mettrait 1 heure à vous répondre convenablement. Mais en gros, si on veut caricaturer, c'est ça. La polyarthrite, c'est les 2 mains symétriques. L'arthrite psoriasique, c'est plutôt asymétrique et ça peut être un peu tout. Ça peut être une épaule, ça peut être un genou, ça peut être et c'est asymétrique. Et la spondylarthrite, c'est plutôt le dos. C'est très caricatural, mais c'est une réponse au moins qui a le mérite d'être simple. Alors, encore une petite question. Est-ce que le fait d'avoir des tendinites à répétition peut être un facteur déclenchant aussi de la maladie? Alors oui. Alors il faut bien faire la distinction puisque dans les polyarthrites, notamment la polyarthrite rhumatoïde, mais également l'arthrite psoriasique, on peut avoir des atteintes purement tendineuses. Et donc, et c'est plutôt l'apanage en fait de l'arthrite psoriasique d'avoir des atteintes purement tendineuses. Et donc en fait, typiquement, en fait, on va avoir d'abord une atteinte du tendon et secondairement une atteinte de l'articulation. Et donc au début de la maladie, en fait, finalement, ça ne se caractérise que par entre guillemets des tendinites. Et donc toute tendinite chronique qui va avoir tendance à récidiver, etc., devrait aller chez le rhumatologue et que le rhumatologue puisse faire une évaluation complète pour être sûr qu'on n'a pas affaire justement à une maladie qui est un peu dans ses débuts. Aussi au contraire, cette tendinite est plutôt liée à quelque chose de mécanique parce qu'on a par exemple un os qui dépasse dans l'épaule et qui vient frotter sur le tendon. Mais c'est aussi intéressant de le savoir. On est rassuré par rapport à une maladie immunitaire, mais si on ne va jamais régler ce problème du petit os qui sort, on aura toujours cette tendinite chronique aussi. D'accord. Je pense qu'on va clôturer là. Il y a des questions donc, à propos du vaccin. J'encourage les gens, toujours pareil, à aller voir donc, les vidéos qu'on a fait samedi sur le vaccin et tout ce qui est sur aussi l'obésité, le lactose. On a fait un séminaire samedi sur donc, la diététique. Et donc, qui seront présents aussi sur YouTube. Et donc, comme ça, on va pouvoir libérer le docteur Moll s'il y a peut-être d'autres questions. Donc, voilà. Et en tout cas, un très grand merci donc, pour cette séance très claire et pour aussi vos réponses à nos questions. Merci à vous surtout d'avoir organisé tout ça.